Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et à l'animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Hey, bonjour Mario, ça va bien? Oui, ça va très bien. Moi qui n'ai pas le plus lève tôt, ce matin, je me suis levé très tôt parce que, en tout cas, je voulais finir quelque chose au niveau de la programmation. Mais ça tombe bien parce que on est en matinée et on enregistre un podcast qu'on n'a pas fait depuis un bon bout de temps. Guy, toi, t'es un lève-tôt, hein? Ben oui. Moi, je suis un lève-tôt, là. Moi, je suis up and running, là. À 6 heures le matin, quand je me lève, là, je suis sur le piton, là, puis prêt à partir, puis let's go. Moi, c'est en soirée que c'est plus difficile. Moi, c'est vraiment l'inverse. Moi, je suis un oiseau de nuit. C'est-à-dire que c'est entre 10 heures le soir puis 3 heures du matin, mon prime time pour vraiment coder, faire mes affaires. Et là, après, je vais me coucher, mais demandez-moi pas de me lever à 6h30, 7h. Là, j'ai besoin de... Aïe. Totalement le contraire pour moi, hein. Mais c'est correct. Si on était toutes pareilles et que la planète serait plate, oui. Surtout si tout le monde me ressemblerait, parce que... Il me semble des fois j'ai une vie assez monastique. Je fais mon code, je fais mes affaires. Mais bon, l'important c'est que je suis heureux dans ce que je fais. C'est ce qui... Hey, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un, Guy, que je connais plutôt bien. On le connaît très bien, oui. Ouais, toi, tu le connais très bien aussi. C'est que c'est mon partenaire d'affaires. C'est-à-dire c'est la personne avec qui je suis en train de démarrer une entreprise, un logiciel, on commercialise un logiciel en tant que service. Cette personne-là s'appelle Éric Renaud. Bonjour Éric. Hey, salut Mario, salut Guy. Hey, salut, ça va bien? Ça va très bien, merci. Donc, presque toutes les journées, j'ai le plaisir d'échanger avec Éric. Parce que c'est la vie d'être entrepreneur, hein, c'est que c'est un travail de longue haleine où est-ce qu'on développe chacun de notre côté notre application. Et aujourd'hui, on veut vous raconter un peu une histoire autour de l'architecture, c'est-à-dire on veut pas vous parler forcément de notre produit. C'est un mot, mais c'est pas ça l'objectif. C'est qu'on va vous parler plutôt de quelque chose d'un produit qu'on a vendu l'été dernier autour de l'architecture. Donc, je vais te laisser te présenter le produit, Éric. Oui, donc c'est ça l'idée, c'est qu'en gros, en entreprise, quand on démarre des nouveaux projets, ça peut aller vite, hein? Un développeur tape .NET New, puis paf, on a une architecture de base, on a comme ça fait quelque chose. Je peux faire run, puis je vois quelque chose à l'écran. Mais le problème, c'est que partir de là, puis aller à la prochaine étape qui voudrait dire, là, j'ai du logging d'entreprise, je fais de la gestion d'exception, j'ai de l'authentification moderne, j'ai un PWA. Ça prend beaucoup d'étapes subséquentes pour arriver à cette place-là pour dire, là, tout est beau, puis je peux vraiment me concentrer sur la logique d'affaires. Donc, si je résume un peu, on a comme inventé un starter kit qui nous a comme mis dans un mindset ou une certaine pensée pour dire, comment est-ce qu'on ferait en entreprise pour dire, on veut partir des projets rapidement, on veut que les développeurs se concentrent sur la logique d'affaires, mais qu'est-ce qu'on fait avec toute la partie architecture, tous les requis non fonctionnels qu'on veut mettre en place, mais qu'on veut pas vraiment prendre du temps pour mettre en place dans notre projet, parce qu'on veut livrer on veut livrer des choses d'affaires, pas des choses technologiques ou des choses de performance. Donc, je pense que ça résume un peu qu'est-ce qu'on a fait. Puis il y a toute une démarche, puis toutes les choses qu'il a fallu réfléchir là, justement pour y arriver. Parce qu'à la base, la réalité, c'est que autant toi, Éric, que moi, on est sollicité au minimum une fois par mois par des anciens clients ou des gens qui nous connaissent, qui nous approchent en disant « Hey, j'ai besoin de toi, je veux t'engager, je voudrais que tu viennes chez nous pour nous aider, on a gagné un gros contrat, on a une architecture à mettre en place, j'ai du budget, donc ça m'intéresse de t'avoir. » Puis nous, la réponse, c'était toujours
Ouais, merci, c'est bien gentil, mais on n'a pas de disponibilité parce que on travaille sur notre produit, puis c'est pas notre objectif de faire de la consultation à temps plein. On a continué chacun de notre côté, Eric et moi, à faire de la consultation à temps partiel, mais à temps plein, non. Puis on se faisait quand même solliciter beaucoup, puis certains de ces clients-là savaient là, qu'on développait To-Do Studio. Puis il y en a un plus brillant, je sais pas si on peut dire un plus brillant que les autres, ou un qui a pu s'allumer, qui à un moment donné est arrivé, il a dit à Eric, il dit, écoute, ce que vous avez fait là, vous, là, pour To-Do Studio, ça ressemble beaucoup à l'architecture que je voudrais avoir, là. C'est un PWA, ça fonctionne pour le mode web et tout. Puis Eric dit, ouais, effectivement. Il dit, il n'y aura pas moyen que vous sortiez comme l'essentiel de ça, puis que vous me le vendiez comme un produit, puis que moi, ça serait une façon comme d'acheter votre expertise, mais sans vous engager comme consultant. Puis Eric m'est arrivé avec ça, c'était quand ça? Mois de mars-avril dernier. On disait, hey Mario, on aurait peut-être une opportunité de vendre à l'époque, on appelait pas ça un starter kit, on appelait ça comme un framework, quand on ne savait pas trop comment nommer la chose. Mais il dit, on pourrait ressortir ce qu'on a, puis là, je dirais que ouais, c'est vrai que ça serait pas si long. En quelques semaines, on serait capable de faire un simili-produit avec ça, c'est-à-dire que c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est packagé comme un produit commercial, mais je dirais moyen de faire quelque chose qui ressemblerait à un produit qu'on serait capable de livrer chez ce client-là. Puis, donc, Eric a parti de discussion avec eux autres. Forcément, en cours de route, en éclaircissant c'est quoi leurs besoins, on a découvert que toute la partie front-end, la coquille qu'ils voulaient avoir, ben nous, on l'avait développé en Vue.js, mais eux, ils la voulaient en React. Donc, ça a amené d'autres discussions en se disant, ben là, on le fait-tu vraiment? Ça sera peut-être plus 2 semaines, ça va me prendre quelques semaines, moi, refaire, parce que c'est moi qui fais le développement front-end dans l'équipe. Eric se concentre plus sur toute la partie back-end. Puis, mais essentiellement, pour différentes raisons, on a décidé d'aller de l'avant et de dire, ouais, OK, on va le faire, on peut livrer ce starter kit-là avec une coquille React. Puis, ben aujourd'hui, ce qu'on veut raconter, c'est qu'est-ce qu'on a, c'est quoi les composantes, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, c'est quoi les enjeux d'architecture qu'on a finalement tout réglé une par-dessus l'autre, pour qu'ultimement, quelqu'un dans une équipe puisse arriver puis dire, ben moi, je me concentre juste pour faire des composantes visuelles, des composantes d'affaires, puis j'ai pas besoin de me préoccuper d'authentification ou tout ce qui touche les enjeux d'architecture. Donc. Ouais, puis ce qu'on veut faire aussi, on veut toucher les points de façon un petit peu générique, parce que c'est des points que tout le monde va rencontrer en entreprise, là. Ben, je peux peut-être commencer en parlant d'une des choses qu'on a mis en place. Donc, le poste de développement. Donc, un développeur, il est devant son laptop. On n'arrête pas de parler de microservices. On voudrait être capable de dire, ben, je déploie mon application, mais c'est plus une grosse composante que je déploie, c'est plein de petites composantes. Donc, une des premières choses qu'on a résolu comme problème, c'était de dire, bon, ben là, un développeur, comment qui travaille sur son poste pour tout partir en même temps l'environnement. Donc, on sait qu'il y a tout un monde Kubernetes qui s'en vient, on a des containers, on a des choses comme des Docker. On déploie tout ça sur Kubernetes ou sur d'autres engins. Puis l'idée, c'est qu'on est capable de rouler tous les microservices ensemble. Donc, en prod, on sait comment ça fonctionne. C'est compliqué, mais on sait comment ça fonctionne. Mais sur un poste de dev, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, on avait trouvé un projet chez Microsoft qui s'appelle Microsoft Tie. Donc, Tie, T-Y-E, dans le sens comment attacher les choses en anglais. Puis, Tie, c'est un projet, justement, open source, ça, c'est sur GitHub, ça fait partie de la fondation .NET. C'est encore un projet embryonnaire, dans le sens qu'ils ne savent pas exactement où ça va s'en aller, mais c'est un projet que tu lui donnes toutes les composantes de ton système, puis que tu veux juste dire Tie Run, puis là, lui, il va spinner up toutes les machines comme si c'était un nœud Kubernetes, mais en local. Il n'y a pas de Kubernetes, il n'y a pas de Docker, puis ça roule tout sur ton poste. Donc ça, c'est une des premières problématiques qu'on a essayé de résoudre pour dire, dans un monde de microservices, comment est-ce qu'un développeur peut travailler là-dedans? Parce qu'il ne faut pas qu'il oublie de partir le serveur de email, le serveur de C, le serveur de fichiers, le serveur d'authentification, le front-end, le back-end. Il ne faut pas qu'il oublie de partir tout ça, sinon il va trouver des drôles de bugs. Donc, ça, je pourrais dire, c'était une des premières choses qu'on a mis en place puis qu'on a vraiment dit, bon, comment qu'on peut travailler avec cette chose-là? Puis, faut dire que nous, on avait de l'expérience dans la mesure où est-ce qu'on utilisait cette approche-là avec pour développer notre propre produit. Donc, c'était pas comme si on
on n'était pas en train de faire une grosse innovation. Pour nous, c'était juste quelque chose qu'on utilisait, puis on s'est dit, ça serait important que une autre équipe puisse utiliser ça. Donc, il faut comprendre qu'il y avait deux axes à ces fameux microservices-là. Il y avait des services qu'on pourrait appeler de back-end, ou en tout cas d'arrière-boutique, puis tout ce qui est l'application elle-même qui roule sur le poste client ou sur un téléphone ou en tout cas sur un device mobile. Mais avec Tile, c'est qu'on pouvait lancer toutes les composantes pour être en mesure, par exemple, de pouvoir débugger en local sur son PC. Ça, c'est quand même c'est intéressant parce que moi, il y a beaucoup de choses que j'avais même pas idée du côté back-end, comment est-ce qu'il voulait partir et tout. Puis Eric, tout ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait juste scripté le Tile puis ça partait. Donc moi, j'étais bien heureux. Ça faisait j'avais pas besoin de m'en préoccuper. Puis c'est ça qui se passe dans les équipes, c'est que à un moment donné, tu as des gens qui se concentrent plus sur un domaine d'expertise, puis ils peuvent pas tout savoir. Donc, d'avoir des outils qui permettent d'automatiser, entre autres du côté, on le sait pour la chaîne de déploiement, le CI/CD, on va aussi en parler, mais du côté du poste développeur, ça c'est important. Ça a amené le besoin aussi d'aller vers Docker aussi. Je sais pas, Eric, si tu peux en glisser un mot. Donc, pour ceux qui connaissent pas Docker, au fond, c'est une façon de déployer des applications. C'est comme faire des zips de toutes les binaires qu'on a besoin pour rouler notre application. Mais au lieu d'avoir des zips qu'on doit déployer, c'est comme si on incluait dans le Docker toutes les autres choses qu'on a besoin, par exemple la couche du système d'exploitation, puis les environnements, les engins d'exécution comme .NET ou Nginx si on fait du web. Donc, en gros, il fallait aussi s'assurer que tout ce qu'on produit, on peut avoir les DLL puis les EXA, la façon traditionnelle de démarrer des applications, mais aussi il fallait s'assurer que tout ça, on puisse le rouler dans le cloud. Donc, dans le cloud, l'approche, elle est très, de ce temps-ci en tout cas, elle est très axée sur les containers qu'on va rouler dans un environnement Linux. Puis, ça, c'est relativement facile. Il y a toute une couche de coordination, par contre, si on veut aller avec des choses comme Kubernetes, où ce qu'on dit, Kubernetes, c'est un engin qui se spécialise à rouler des Docker, mais il nous amène plein de fonctionnalités d'extra. Par exemple, pour dire, tu veux-tu une instance de cette affaire-là, t'en veux-tu 2, t'en veux-tu 3? Donc, Kubernetes nous permet justement de paramétriser toutes ces choses-là, qu'il fallait, au fond, adapter notre chaîne de montage, un peu comme Mario disait, notre CI et notre CD pour dire, il faut être capable de monter des containers. Ces containers-là, malheureusement, c'est pas des fichiers. Il faut absolument les héberger dans des registres. Donc, on appelle ça Docker Hub, c'est un registre. Azure Container Registry, c'est un service qui nous offre un registre dans le cloud de Azure. Il faut publier dans notre CI/CD nos Docker, les envoyer à cette place-là. Puis une fois qu'ils sont à cette place-là, là, je peux les démarrer sur des environnements comme Kubernetes, qui représentent au fond le CPU, la mémoire, toutes ces choses-là, pour être capable d'exécuter le code. Ou je peux les héberger sur d'autres plateformes comme Azure Web, les Azure Web Apps, au fond, les app services que Microsoft a toujours offert là, dans le monde d'hébergement de logiciels. Donc là, toi, tu te concentrais beaucoup sur tout ce qui était justement la partie back-end. Du côté back-end, là, je sais que toi, tu voulais aussi avoir tout un outil pour la gestion des jobs, les fameuses tâches qu'on veut exécuter de nuit. Donc, tu as mis ça en place. Je pense aussi que tu utilisais un framework open source pour faire ça. Oui. Hein? Donc peut-être avant de parler de ça, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que quand on est en entreprise puis on veut bâtir ce genre de kit-là, il faut pas, je pense, mettre trop de code custom, dans le sens que ça devient un framework, puis là, il faut éduquer les personnes sur ce framework-là après. Donc, l'idée, c'est que tout ce qu'on bâtit doit être un peu opérationnel de façon transparente. Un exemple de ça, c'est que quand on fait .NET New, pour avoir une coquille d'un nouveau projet, on se retrouve avec du code minimal pour être capable de faire d'autres choses. Ajouter du code technologique ou des enjeux d'architecture ou ajouter du code d'affaires si on est déjà rendu à cette étape-là. Donc, une des approches qu'on avait avec notre philosophie de Starter Kit, c'était de dire, on veut que ça soit le plus proche possible du résultat que tu aurais eu en faisant .NET New ou que la coquille front-end, au fond, que ce soit le très proche aussi de la façon que ce que tu aurais si tu aurais fait un React New, donc un template vide, pour justement que les personnes se retrouvent là-dedans puis ils n'ont pas l'impression qu'il y a plein de codes qu'ils doivent apprendre et qu'ils doivent travailler d'une certaine façon. Suite à ça,
pour revenir sur les autres choses qu'on a dit, qu'on voulait ajouter, il y a un ensemble de packages open source qu'on avait choisi qui était utile au fond pour nous. Dans nos objectifs, c'était de dire, il faut être capable de déclencher des jobs, des tâches cédulées, comme par exemple, à la fin du mois, il faut générer le rapport de comptabilité, ou au début, à toutes les semaines, il faut aller nettoyer la base de données des vieilles choses. Donc, ça, on utilise un module qui s'appelle Hangfire. Puis Hangfire, c'est un module open source qui existe. Ça vient même avec un écran de gestion, donc je peux déclencher mes jobs à la main via cet écran-là, ou je peux faire du monitoring, là, juste m'assurer que tout fonctionne correctement. Donc, on a intégré cet engin-là comme sa propre composante, parce qu'on avait une architecture de microservices, qui veut dire qu'elle est sécurisée. J'ai besoin d'un droit d'admin, naturellement, pour aller dans cette partie-là. Puis on était capable d'offrir ces fonctionnalités-là. Donc, l'idée, c'était, on peut facilement créer des jobs qui roulent de façon récurrente, à cause que quand on spin up le starter kit, on a tout en place pour juste écrire une job, de la même façon que le tutoriel de Hangfire le dit. Il y a même dans notre cas, on avait même des tâches de démo pour que les personnes comprennent, ça c'est une tâche récurrente, ça c'est un one-shot, puis tous les différents scénarios qui existent. Ça, c'est important. On voulait toujours fournir comme 2 ou 3 exemples, en tout cas les exemples les plus patents, pour que les gens, quand ils regardent ça, ils disent « Ah, OK, ça fonctionne comme ça », puis là, ils ont juste souvent à recopier l'exemple, puis mettons, s'ils veulent créer une nouvelle tâche, une nouvelle job de nuit, ben ils copient celle qui est une des celles qu'on leur a fournies, on a pris des exemples les plus usuels, là, puis on a fait ça, entre autres, aussi au niveau de l'authentification. Parce qu'on a fourni aussi tout un back-end d'authentification. Forcément, je vais te laisser le présenter, Eric. Ouais. Ben, j'allais dire justement, l'authentification, ça paraît facile. Du point de vue d'un utilisateur, je tape mon username, je tape mon mot de passe, enter, on est dans un système, yay, c'est facile. Mais c'est un monde qui s'en vient de plus en plus compliqué. La première chose, c'est on veut tout avoir des logins sociaux, par exemple, la capacité de se brancher avec mon compte Facebook, la capacité de me brancher avec mon compte Gmail, la capacité de me brancher avec mon compte GitHub. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on doit ajouter, qu'on doit maîtriser. Si on fait de l'entreprise, ben là, on veut aller un cran plus loin. On veut être capable de se brancher directement sur les répertoires des utilisateurs de ces compagnies-là, parce que là, on va bénéficier aussi de toute la couche de sécurité que ces compagnies-là ont mis en place. Par exemple, si une compagnie décide de mettre en place dans leur mécanisme d'authentification le multi-factor authentication, là, le two-factor, où il faut par exemple valider avec un téléphone ou quelque chose comme ça, ben il faut savoir comment intégrer un logiciel avec ça, comment fonctionner. Puis, c'est pas facile. Les templates de base de Microsoft nous aident, mais ils couvrent pas tous les scénarios, puis ils couvrent surtout pas les scénarios d'entreprise. Donc, c'est là, je pense qu'on a quand même fait un bon coup là, pour arriver avec quelque chose qui était solide, qui fonctionne bien et qui est compatible aussi avec le monde d'entreprise, avec la réalité que on veut sécuriser les applications au maximum, mais on veut pas que cette logique-là réside dans le projet. On veut que ça réside dans des ressources d'entreprise. Puis, grosso modo, ce que ça fait, c'est qu'avec le Starter Kit, là, toute ton authentification est codée. Là. Tu n'auras plus besoin de te préoccuper comment j'authentifie. C'est du code qui est tout là, il fonctionne, il marche tout, il est intégré même avec toute la coquille React là, qu'on a bâtie. Ça, je pourrais en parler un peu plus tard. Mm-hmm. Puis, une autre chose qui aussi est intégrée du côté back-end, c'est tout le système de monitoring. Oui, donc... le monitoring, c'est un monde très actif, si on veut. Chaque plateforme, en quelque part, offre maintenant du monitoring. Donc, il faut faire des choix. Si on va avec Azure, il y a des plateformes, il y a des services à l'intérieur d'Azure comme Application Insight ou Azure Monitoring qui nous permettent justement de dire, branchez-vous à cette chose-là, puis nous, on va collecter toute l'information, puis après ça, on va vous offrir des fonctionnalités. Par exemple, j'ai remarqué que 80% du temps, les requêtes prennent 1 seconde, puis là, tout à coup, j'en ai eu une bizarroïde qui prend 5 secondes. Donc là, ça va être flagué comme une anomalie. Puis après ça, on va pouvoir agir là-dessus. Donc, les plateformes de monitoring, c'est pas quelque chose qu'on veut coder. C'est quelque chose qu'on veut intégrer. Donc, toute cette intégration-là, on l'a faite dans le Starter Kit. Puis, si jamais le Starter Kit était
déployer, si on veut, dans un environnement on-prem. On-prem qui veut dire on va pas utiliser des services d'une plateforme cloud qui existe, mais on va plutôt héberger nous-mêmes les serveurs, les systèmes d'exploitation, toutes ces choses-là à l'interne, parce qu'on a un système vraiment fermé. Ben, dans ce cas-là, le Starter Kit, la façon que nous, on l'avait fait, c'était qu'on s'est dit, on va fournir un engine monitoring. Donc, c'est facile, dans un monde de microservices, de comprendre c'est quoi les services qui sont présentement fonctionnels. C'est quoi ceux qui sont présentement éteints. Parce que si on cherche une panne, il faut un peu savoir où aller chercher. Donc, l'idée, c'était on avait intégré des modules open source, une fois plus, et sous une forme de microservice, pour être capable d'avoir un environnement qui se monitore lui-même. Puis tout le logging se fait dans des tables, dans une base de données. Donc, on sait où aller chercher quand on a des problèmes. Et on sait qu'on a une composante qui est capable de nous dire si les autres composantes fonctionnent. Donc, vraiment, essayer de résoudre des problèmes de diagnostic dans des gros systèmes d'entreprise. Fait que tes différents modules, est-ce qu'ils sont sous forme de genre de plugin? Ben, c'est tous des microservices. Donc, en quelque part, si on déploie une solution basée sur le Starter Kit sur Azure, probablement que j'irai pas déployer le microservice de health, de santé du système, parce que Application Insight est capable de prendre cette chose-là. Ou si je n'ai pas sur Kubernetes a la capacité de rapporter c'est quoi les pods qui sont up, ou les pods qui sont down, ou les pods qui n'ont pas parti, ou qui sont dans un état d'erreur. Donc, on veut vraiment que les personnes axent sur la bonne technologie pour résoudre le bon problème au bon moment. Mais si jamais on s'en va dans une installation ou un déploiement on-premise, donc sur des serveurs custom, on n'est pas dans le cloud, on n'a pas accès à tous les beaux services qui existent dans Azure ou dans Amazon, ben là, on fournissait certains trucs de plus pour être capable de dire, ben dans ce scénario-là, on a un microservice qui va prendre la charge de gérer la santé du système ou de la solution comme un tout. Parce que ce qui est sûr, c'est que tu sais, en tout cas, c'est un enjeu d'architecture. Ça te prend un système de monitoring, un système qui te dit si la santé de tes applications. Puis là, ben, tu veux pas en avoir 25, il faut t'en choisir un. Nous, grosso modo, on a bâti ça pour qu'on puisse se brancher un peu assez aisément à celui qui serait le meilleur choix en fonction de est-ce que tu es totalement sur le cloud ou tu es dans un monde on-premise. La semaine dernière, ou il y a quelques semaines, quand on a fait une émission avec Michel Perfetti, puis on parlait justement du développement, la réalité du développeur moderne, une des choses qui est ressortie, c'est la réalité que stocker des données, ça ressemble pas à comment c'était il y a 20 ans. Parce qu'il y a 20 ans, ben, il existait à peu près juste un seul modèle pour stocker des données, c'était une base de données relationnelle. Puis aujourd'hui, on a beaucoup d'autres façons de pouvoir stocker des données. Mais il y a une réalité, c'est que la BD relationnelle est encore beaucoup utilisée. Ouais. Donc, est-ce que le Starter Kit, nous autres, on se pose la question, on fournit-tu quelque chose de base pour être capable de pouvoir gérer minimalement des tables dans une BD relationnelle? Puis, je sais qu'Éric t'a bâti quelque chose de ce côté-là aussi, non? Donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, on parlait beaucoup de ce qu'on appelait le CQRS. Le CQRS, c'est un patron d'architecture qui disait Command and Query Responsibility Segregation. En gros, ça veut dire que je peux séparer mon système, au fond, en deux catégories. Les fonctions de lecture de données, puis les fonctions d'écriture. Les fonctions de lecture représentent habituellement 80% du scénario d'utilisation. On fait beaucoup plus de lecture habituellement qu'on fait d'écriture dans un système. Donc, dans ce patron-là, on se permettait de dire qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait pour que la lecture soit efficace. Par exemple, je peux dénormaliser mes tables. Je peux répliquer du data de mon centre de données principal dans des centres de données secondaires pour que ça soit plus facile d'accéder à cette information-là. Puis ensuite, on repoussait toute la complexité de mettre à jour ces sources de données-là dans les commandes d'écriture. Donc, le système était défini en fonction de commandes. Puis, la commande qui s'appelait « mettre à jour le nom de mon client », ben, elle a la job plate de dire « faut que j'aille dans ma base de données principale. Après ça, il faut que j'aille dans la cache de tous les profils pour mettre à jour le nom là. Il faut que j'appelle le système de facturation pour mettre à jour le nom du client. » Donc, c'est la commande, au fond, qui avait la responsabilité de mettre à jour toutes les sources de données pour que les lectures restent très efficaces.
La seconde chose que ce patron-là utilisait, c'était des choses comme DDD, donc le Domain Driven Design, qui disait que quand on modélise nos entités, comme les concepts de la couche d'affaires de nos systèmes, donc ces entités-là, on peut comme dessiner des rectangles pour dire, bon, ben, ces 8 entités-là vont bien ensemble. Donc, on appelle ça un bounded context. On dessine un grand rectangle qui entoure ces 8 entités-là. Ces 4 autres entités-là, eux aussi, on va dessiner un gros rectangle autour de eux autres pour travailler. Donc, avec ces patrons-là d'architecture, comme moi, j'aime beaucoup travailler avec là, dans mes projets passés, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a utilisé Entity Framework, qui est la technologie d'accès aux données que Microsoft offre dans le monde de .NET. Et on s'est dit, le concept d'avoir des bounded, de regrouper des objets ensemble, on va donner des data contextes à chacun de ces choses-là. Par exemple, voici mon domaine pour tout ce qui est gestion de la santé. Voici mon domaine pour tout ce qui est gérer tel problème, mes utilisateurs. Voici mon domaine pour gérer tout ce qui est authentification. Donc, vraiment être capable de séparer en différents morceaux. Au lieu d'avoir un gros data context avec 3000 tables dedans, ben, j'avais plusieurs petits data contexts qui regroupaient les tables. C'est sûr qu'au niveau utilisation, ça complexifie un petit peu ma vie parce que si je veux faire des cross-query select, là, comme par exemple sélectionner de l'information de plus d'un domaine, ben là, j'ai un peu plus de code à écrire parce qu'il faut que je coordonne avec plus qu'un data context pour faire mes jointures. Mais au niveau je trouvais que ça séparait quand même très bien le système, ça lui donnait un meilleur sens, plus facile à gérer, plus facile à évoluer dans un monde de microservices où ce que chaque petite affaire est un peu responsable de sa propre fonctionnalité. Où ce qu'on est abouti, puis je trouve ça assez intéressant, c'est que dans la même base de données, on a écrit, j'avoue qu'il y a beaucoup de code qui a été écrit pour faire ça, c'est tout le code pour être capable de dire, dans une base de données, je peux avoir plusieurs contextes qui vivent, ou je peux avoir X bases de données, une pour chacun des contextes, il n'y a pas vraiment de différence, puis qu'on avait un engin après ça qui allait gérer les migrations de Entity Framework. Parce que Entity Framework aime pas beaucoup ça quand il y a deux data contexts qui essaient de faire des migrations dans la même base de données. C'est pas fait pour ça. Il faut un peu trafiquer puis écrire du code en surplus pour que ça fonctionne. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'était on veut cette fonctionnalité-là parce que ça sépare bien les domaines d'affaires par sujet. Ça se limite aussi dans un data context qu'est-ce qu'on peut faire. Et ça nous donne toute la flexibilité après ça d'utiliser les migrations parce qu'on a un outil séparé qui va jouer qui va exécuter les migrations pour s'assurer que le système est cohérent. Par exemple, on s'est donné plein de fonctionnalités. Par exemple, en développement, c'est plus facile de dropper la BD puis de recréer tous les schémas à l'intérieur de cette BD-là. Ça fonctionne bien en dev. En production, on ne veut pas perdre le data. On veut être capable d'utiliser les migrations. Donc, pour que les migrations fonctionnent dans un monde de microservices, il n'y a pas un service qui peut être responsable de mettre à jour la base de données parce que là, est-ce que quand on met à jour le système, est-ce que cette composante-là a exécuté en premier? Donc, il y a plein de problèmes comme ça. Donc, on s'est bâti un genre de petit outil qui permet de dire, ben moi, je suis un microservice qui me spécialise à mettre à jour la base de données, mais l'avantage que j'ai, c'est que je peux être exécuté au moment d'un pipeline CD. Donc, quand j'arrête mon système pour faire des mises à jour, ou pendant qu'il roule, là, ça ne dérange pas vraiment, je peux invoquer ce microservice-là comme un exécutable, comme un outil au fond, puis de dire, pourrais-tu, s'il vous plaît, aller mettre à jour la base de données pour tous mes différents sujets, puis ensuite, je vais pouvoir déployer la nouvelle version par-dessus ça. Mais Eric, les data contexts que tu as mentionnés tout à l'heure sont tous des data contexts qui sont reliés au framework, là, oui. d'infrastructure. Qu'en est-il des, je sais pas moi, des données applicatives? Donc, les données applicatives, c'est juste d'autres data contexts. Par exemple, si on invente un système de facturation, ben, j'aurais peut-être un domaine qui s'appelle les factures. Une facture a des lignes, donc on peut imaginer facilement qu'une facture est représentée par plusieurs tables. Puis ça, toutes ces tables-là sont contenues ou intégrées via un data context. Alors ensuite, si j'ai un autre module qui s'appelle les comptes à venir, ben, j'ai peut-être un autre data context qui, lui, va contenir toutes les tables pour être capable de faire pour être capable de réaliser cette fonctionnalité-là. Donc, vraiment, les fonctionnalités sont isolées une de l'autre. J'ai pas une base de données avec tout dedans. J'ai plusieurs petites bases de données qui, au bout de la ligne, je peux les héberger dans la même base de données physique, mais que, logiquement, ils sont séparés.
OK. Puis là, ce que toi t'expliques, Eric, et puis je pense que nos auditeurs s'en rendent compte, c'est vraiment tout du code. On est vraiment dans le monde .net, là, c'est-à-dire Oui. c'est du code parce que .net, c'est quand même une très bonne plateforme pour faire tout du code justement d'arrière-boutique comme ça, du code qui va rouler sur le cloud. Tu sais, on en parlait avec la dernière émission avec Michel Perfetti, comme quoi que du côté client, maintenant, on fait presque tout en web, en JavaScript, mais du côté serveur, du code C#, c'est encore la bonne technologie à utiliser, là. Ouais. Non, définitivement, .NET, je pense a un beau futur devant lui. Quand on dit .NET, pour moi, c'est surtout .NET Core, qui est comme la nouvelle version de .NET qui existe, qui est dans le monde open source, qui fonctionne sur un Mac autant que sur un Linux, que sur un Raspberry Pi, que sur du Windows, que je peux déployer dans des containers dans Kubernetes, .NET Core a fait beaucoup d'avance. Ça vit dans le monde open source, ce qui veut dire que n'importe qui peut aller contribuer. C'est plus un système fermé, c'est vraiment un système ouvert. Au point que à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de .NET, moi je suis impressionné de voir la quantité de personnes qui ont soumis leurs bonnes idées, puis que ces idées-là, c'est soit eux qui les ont implémentées via des pull requests, donc ils ont modifié le code source que Microsoft a intégré ensuite dans la plateforme, ou il y a quelqu'un qui dit quelque chose, puis il y a quelqu'un d'autre qui dit on l'a implémenté parce que on voit vraiment que c'est un trou dans l'industrie qu'il faut résoudre, donc on l'a intégré, aucun problème. C'est vraiment une belle plateforme à ce niveau-là, qui évolue bien, qui a une belle vie, qui a une belle communauté. Non, on peut faire des belles choses avec .NET Core dans un monde back-end. Puis, mettre en place toute cette partie-là là, de le code C#, ça paraît pas, mais quand tu commences de zéro, là, tu passes facilement des semaines, des mois à coder tout ça. Parce que en fait, au début des années 2000, quand on était en entreprise, on faisait tous des frameworks là, pour l'entreprise, puis on passait des semaines et des semaines là, à faire ce type d'application ou de tooling. Là. Ouais. Donc, je pense que Guy, tu as un très bon point. Hein? Quand on faisait ces frameworks-là, on avait comme des équipes qui essayaient de se spécialiser à prédire comment on allait écrire du code, puis comment on allait faire ces choses-là, pour nous offrir comme des services de base pour faire ça. Puis la première chose qu'on réalisait, je pense, c'était qu'on essayait d'écrire des applications contre ces frameworks-là. Puis peut-être qu'il n'était pas fait le framework de la façon que moi j'allais écrire mon code, ou que je voulais faire mon écran, ou que les requis nécessitaient. Donc, les frameworks étaient très présents dans la vie. Il fallait les comprendre, fallait les documenter. Ça avait toute une vie sur un framework. Versus, je pense que ce que nous, on a essayé de faire dans le Starter Kit, qui était de dire non, nous, on va pas écrire beaucoup de code additionnel. Nous, on a écrit la colle qu'il faut pour faire fonctionner toutes ces technologies-là ensemble pour que la partie architecture soit un peu comme transparente. Parce que votre framework, lui, il est surtout au niveau de l'infrastructure. Exact, oui. Puis la seule partie qui est moins infrastructure, c'est quand même l'infrastructure, mais c'est toute la partie qui va être pour créer l'application PWA, c'est-à-dire la partie front-end qui va rouler dans le navigateur. Là, c'est sûr qu'on ne pouvait pas faire ça en .NET. On voulait faire une application un SPA, le Single Page Application. Puis nous, quand on a créé To-Do Studio, on a utilisé Vue.js comme framework. Là, on avait un client qui nous disait, nous, on aimerait mieux que ça utilise React comme framework. Donc, on a pris React pour créer cette coquille-là. Puis, le but ici, c'était littéralement de focusser sur le développement par composante. Hein. C'est-à-dire que, je sais pas si on se souvient à l'époque quand on faisait du V, moi, j'ai commencé à connaître Visual Basic à la version 4 ou la version 5. Avant ça, j'étais un programmeur C++. J'ai passé quelques années à lever le nez sur Visual Basic dans les années 90, mais un jour, j'ai avalé la pilule rouge ou bleue, on saura jamais quelle couleur vraiment. Puis là, je me suis mis à faire du VB. Puis à l'époque, c'était vraiment ça. On développait des composantes et on construisait notre interface utilisateur en mettant des composantes une à côté de l'autre. C'est ce qui se passe aussi dans le monde web aujourd'hui. Là, tes tags, tes composantes deviennent des tags que tu vas placer dans ta page et c'est comme ça que tu vas construire ton application. Ouais. Puis, il existe essentiellement 3 frameworks pour faire ça. Là, tu peux le faire soit en Angular, soit en Vue.js ou en React. C'est les trois plus connus, les 3 plus standards.
Puis en tout cas, moi, la façon que je travaille avec des composantes, c'est je m'assure d'avoir toujours la capacité de tester. Donc, j'ai besoin d'avoir ce qu'on va appeler un terrain de jeu visuel, c'est-à-dire un endroit où on va pouvoir visuellement voir qu'est-ce que l'air ma composante quand je commence à la développer. Après ça, la tester et ultimement même me créer des tests automatisés parce que quand tu as déjà, je sais pas moi, 50, 60, 100, 200 composantes, tu veux pas rerouler tout manuellement ces tests-là visuellement. Tu veux qu'il y ait un petit engin qui roule qui te dise oui, tout est vert, il y a rien qui a brisé dans... Parce que aussi bizarre ça peut sembler, des fois on va changer de quelque chose. Puis parce que des composantes sont utilisées par beaucoup d'autres composantes, c'est comme des microservices, mais du côté client. Donc, tu as une espèce de hiérarchie, puis là, c'est facile de casser tes choses si tu respectes pas bien comme faut tes contrats. Parce qu'essentiellement, les composantes ont des contrats, ont des propriétés qui s'attendent à recevoir, ils vont retourner des événements. Donc, cette façon de programmer-là, c'est comme on a pensé, en tout cas, nous, on s'est assuré qu'on développait le framework pour travailler de cette façon-là. Si Mario, je continue sur ce que tu dis. Oui. Parce que c'est vraiment une partie là, moi qui me passionne. Là, il faut être capable de tester, mais il faut écrire des tests intelligents. Mais si je comprends bien, puis je connais un peu la réponse, mais l'idée c'est que on n'est plus dans le mode je fais une modification à ma couche d'interface, je démarre mon logiciel, j'attends que ça charge, je me branche puis tout ça, puis après ça je teste que le bouton a changé qu'est-ce qui était dans le petit combo box à gauche. On n'est pas du tout dans ce mode-là. On n'exécute plus l'application pour être capable de tester la couche utilisateur. C'est sûr qu'il faut faire des tests intégrés à la fin, mais qu'est-ce que tu décris par développement par composante? C'est pas exactement ça. Tout à fait. Parce que c'est trop long. Le cycle de rétroaction, s'il faut que tu utilises Style pour tout le temps tout démarrer, tous tes microservices, pour avoir tout ton back-end, pour que ton application soit capable de se comporter de façon élégante, pour être capable de voir si ton bouton, la couleur est correcte, c'est un temps d'interaction beaucoup trop long. Ce que tu veux, c'est complètement abstraire, enlever tout ce qui est du back-end, puis juste avoir la composante qui affiche dans ton navigateur. Puis tu veux dans le vrai navigateur, là, pas dans un simili quelque chose qui a été créé puis qui est pas la vraie. Tu veux vraiment avoir le même rendu que Chrome va faire ou que Safari va faire pour vraiment voir en réel qu'est-ce que ça a l'air. Puis ça, ben il existe des outils pour ça. Originalement, moi, un des premiers outils qu'on s'est mis à utiliser, c'est Storybook, qui est un produit qui sert surtout, qui est utilisé beaucoup plus par les designers que par les programmeurs. Ça sert finalement à modéliser tout le rendu visuel de ta composante. Ce qui est bien avec Storybook, c'est que tu peux quand même définir comme ce qu'on appelle une story, c'est un test, là, c'est un scénario. Puis, nous, on est allé comme une version 2 de ça, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler avec Storybook, on a décidé de travailler directement avec Cypress parce qu'il existe aussi des engins de test pour tester. Donc, un des meilleurs à notre avis, là, puis les plus utilisés, c'est Cypress. Cypress, à la base, c'est connu comme un engin de test pour faire des tests end-to-end, c'est-à-dire justement des tests avec tout ton back-end qui est up and running et tout. C'est comme ça qu'ils ont commencé, qui ont été devenus très populaires comme framework de test. Mais dans la dernière année, ils ont sorti aussi la capacité de tester directement une composante à la fois. Puis c'est ce qu'on a mis en place, nous, on en a profité tant qu'on reconstruit un framework pour dire on va prendre toutes les dernières technologies puis les meilleures façons de faire. Puis vu qu'on était en React, je pouvais le faire. Une des choses que j'essaie de faire, que j'ai essayé de faire au mois de septembre, c'est de rétrofitter parce que présentement, avec notre application To-Do Studio, on est encore avec Storybook. Puis là, malheureusement, pour différentes considérations, je suis pas encore capable d'utiliser Cypress avec Vuetify, entre autres, dans les composantes visuelles. Mais en React, j'étais capable. Donc, j'ai tout de suite fait le saut en disant, OK, on s'en va avec cette approche-là parce que c'est vraiment comme ça que dans le futur qu'on va travailler. C'est-à-dire que, outre le fait que tu as un terrain de jeu visuel, c'est-à-dire que tu vois dans Cypress qu'est-ce que là ton rendu, mais c'est les mêmes, tu vas être capable littéralement d'ajouter un test
Puis à ce moment-là, ça devient un test automatisé. Parce qu'après ça, avec ton Cypress, tu vas il est déjà attaché avec ton CI/CD pour rerouler tes tests à toutes les fois que tu fais un pull request. Donc, la beauté de la chose, c'est que tu développes, tu focuses juste sur ta composante, mais dès que tu repousses tout ça, toutes les autres composantes, les tests se reroulent toutes, tu revois tout en clair, que tout est vert, qu'il n'y a pas de problème. Puis, à ce moment-là, quand tu fais un pull request, tu sais que tu n'es pas en train de briser quelque chose quelque part. Puis c'est un robot qui fait ça pour toi, là. C'est pas un être humain qui va... Il y a beaucoup de monde dans le monde des tests qui utilisent ce qu'ils appellent des tests visuels, ou est-ce qu'ils font de la comparaison, ils prennent comme des snapshots des images, puis ils vérifient est-ce que l'image est pareille. Nous, on n'a pas eu besoin de faire ça, dans la mesure où est-ce que c'est trop compliqué, beaucoup trop de complexité pour rien. C'est-à-dire, si tu construis correctement tes tests, tu n'auras pas besoin forcément d'utiliser ces approches qui sont très faciles à briser, parce que le problème des tests, c'est pas que ça coûte une fortune à supporter ça, là, puis à être en mesure de pouvoir les utiliser. Moi, qu'est-ce qui m'a impressionné de l'utilisation de ça, c'est plus la philosophie du développement par composant. Je vais vous donner un exemple. Donc, quand j'ai une grille à l'écran, donc on a un projet, il faut que j'affiche une grille avec du contenu d'information. Ben, quand la grille a 8 rangées dedans, ben c'est assez facile. Là. Je vais faire du binding sur une classe ou sur un objet qui a 8 rangées dedans, puis ça fonctionne. Mais il faut aussi que je teste le scénario que j'ai pas de data, que j'ai une rangée, que j'ai 1000 rangées parce que là, j'ai peut-être du scrolling qui prend lieu, puis tout ça. Mais ça, tester ces choses-là quand mon application roule, ça devient des tests qui sont relativement coûteux à faire. Mais si je peux tout faire ça comme un test unitaire, comme j'affiche ma composante avec une rangée. Ah, OK, elle s'affiche bien. Maintenant, j'ai un deuxième scénario. J'affiche ma grille avec 0 rangée. Ah, elle s'affiche correctement. Ou j'ai mis un petit message spécial. J'affiche ma grille quand il y a 8 rangées. Ah, cool, elle rentre dans l'espace visuel que je veux. J'affiche ma grille avec 1000 rangées. Oh boy, le scroll bar n'est pas à la bonne place. Donc là, je peux résoudre mon problème à ce niveau-là. Mais ça devient une banque de tests là qu'on peut rouler, comme Mario disait, là, qu'on peut rouler de façon automatisée pour s'assurer que tous ces tests-là continuent à bien fonctionner. Mais cette philosophie-là de comment qu'on fait grossir le système, là, c'est composante par composante, je trouve ça fabuleux. Parce que je suis pas en train j'ai pas besoin de tout rouler, là, je fais juste me concentrer sur ma composante, puis c'est la base de ces systèmes-là, par exemple React, là, l'unité de base qu'on travaille dans React, c'est des composantes, justement. Donc, ça m'épate là, qu'on est capable de faire ça, puis cette philosophie-là, j'adore. Puis l'autre chose aussi qui est absolument extrêmement difficile à tester, mais qui devient très facile à tester avec un outil comme Cypress Component Testing, là. Tu sais, quand tu utilises React ou n'importe quel SPA, tu vas toujours parler avec un back-end à travers des API REST. Puis à ce moment-là, on parle avec un back-end, ça veut dire que forcément, j'ai pas toujours une réponse, là. Je peux avoir le scénario facile qui est, oui, ça va 200 puis je reçois des données. Ça, c'est le scénario que tout le monde rêve. Mais la réalité, c'est que souvent, tu as un 400, c'est-à-dire, je suis pas capable de t'autoriser ou t'authentifier, ou un 500. En tout cas, tous ces codes d'erreur-là, c'est toutes des réponses possibles. Puis là, nous, on peut facilement dire, ben quand je reçois ça, ben voici ce que ça va aller à mon rendu, puis de le tester pour vraiment voir, c'est ça que ça va afficher quand il arrive un code d'erreur ou quand il y a un message qu'on n'est pas capable d'accéder. Donc, puis là, on peut vraiment faire une expérience utilisateur élégante pour l'utilisateur et plus que ça, prévisible. C'est-à-dire que là, je l'ai testé, je sais qu'elle va faire ça quand ça va arriver. Puis, et ça, c'est avec l'utilisation de Cypress? Oui, parce que grosso modo, en réalité, c'est parce que moi, je sais que mon Redux, donc dans mon React, comment tu fais comment tu stockes tes données, c'est dans un store, donc tes données, ils vont être stockées, puis dans une espèce de simili base de données, mais qui est en mémoire vive. Mais avec Redux, essentiellement, je vais aussi me servir de ça pour avoir mes codes de réponse quand je fais un appel au web. Puis, à ce moment-là, moi, tout ce que je vais donner à ma composante, c'est le statut. Ça a marché, ça n'a pas marché. Donc, en fonction du code de statut, ma composante, elle va afficher correctement ce qu'elle a affiché.
Puis moi, j'ai pas besoin de créer les conditions que, par exemple, ça n'a pas marché. Tout ce que je donne à cette composante-là, c'est j'ai un code d'erreur, par exemple, ou une valeur booléen qui est vrai ou faux. Puis lui, à ce moment-là, il affiche ce qu'il a affiché en fonction de qu'est-ce qui sont ses codes. Hein. OK, puis le lien avec le kit de démarrage est lequel? Ben, c'est que ça fait partie, cette coquille d'application-là, elle fait partie de notre kit de démarrage, c'est-à-dire que nous, on a fourni littéralement une coquille d'application avec l'header, donc tout ton menu. Tu sais, après ça, avec ton footer qui est déjà tout placé, qui découvre toute la grandeur de ton écran, qui fait tout, qui est bâti. Puis là, après ça, on a fourni des exemples de deux avec une liste bidon. Là, on prenait une liste de to-do, mais juste pour que les gens comprennent. Alors, voici comment on affiche une liste. Voici comment on affiche le détail attaché avec une liste. Donc, le scénario le plus usuel qu'on fait quand on fait une application d'entreprise, c'est on veut afficher une information, puis on veut être capable de pouvoir aller voir le détail. Donc, ça, on fournit ça comme exemple. À ce moment-là, les autres savent comment être capables de pouvoir réutiliser ce genre d'exemple-là quand ils vont avoir de la logique métier à faire. Mais la première interrogation, c'est que c'est pas tu m'as fourni ça, mais ça fait X, mais moi je veux faire Y. Donc l'idée, je pense, c'est que le Starter Kit va fournir l'intégration de base. Un peu comme je disais au début, la colle qu'il faut pour intégrer Cypress correctement dans cette philosophie-là de design par composante dans le code. Donc, quand on commence avec le Starter Kit, en tout cas de la façon que nous, on l'a codé, on disait, on veut vraiment que cette philosophie-là de design soit présente. Donc, on a mis la colle en place pour que ça fonctionne. La deuxième chose, c'est qu'il fallait fournir des exemples. Je vais donner un exemple que Mario a produit, que j'ai trouvé ça génial. Toutes les applications web ont un en-tête. Mais cet en-tête-là a plusieurs états. L'état, je suis affiché sur un téléphone, donc pas très large. Je suis affiché sur un desktop, très large. Donc, je peux afficher des boutons dans le menu que quand je suis pas très large, il faut que j'affiche dans le hamburger button au lieu. Ma composante header, elle a aussi le concept, est-ce que je suis authentifié ou pas? Donc, quand je suis pas authentifié, il faut que j'affiche un bouton branche-toi. Mais quand je suis branché, il faut que j'affiche le bouton débranche-toi. Mm-hmm. Donc, tout ça, au fond, c'est comme des cas d'utilisation de la composante header. Que traditionnellement, dans la façon que moi je travaillais il y a quelques années, je dirais, il a fallu que quand je viens pour tester mon application, OK, là, je vais me débrancher. OK, là, pour me débrancher, il faut que j'enlève les cookies, puis tout ça. OK, là, la composante s'affiche correctement. Là, il faut que je me branche. Donc là, il faut que j'active mon système d'authentification. Là, je me branche. OK, cool, je suis branché, je regarde. OK, cool, ça fonctionne bien. Là, ça marche encore, toutes ces belles choses-là, quand je rétrécis l'écran, parce qu'on veut des applications qui sont responsive pour qu'on s'adapte à l'environnement visuel ou disponible de l'utilisateur de son furteur. Que là, je prends la fenêtre, puis là, je rétrécis ma fenêtre pour avoir que ça ressemble au carré de mon téléphone en mode portrait. Bon, j'ai fait ça, ça fonctionne bien, mais là, il faut que je reteste encore l'authentification. Là, il faut que je reteste. Ouais. Donc, ça devient très compliqué. Mais avec ce que Mario a mis en place avec le Cypress et la philosophie de design par composante, là, c'était super facile. Il y a 4 tests. Là, la première ligne, c'est simule un viewport, donc un écran de la taille d'un téléphone. On fait le test, ça fonctionne. Les choses qu'on s'attendait que s'affichent se sont affichées. Donc, ça, c'était notre test, nos affirmations. Après ça, on fait le même test, mais là, on va vérifier que les choses s'affichent quand j'ai un viewport qui représente plus l'espace d'un iPad. OK, ça fonctionne. On fait le même test quand j'ai l'espace qui représente un desktop. Oh, là, j'ai plus d'espace visuel. Je peux mettre plus de choses dans le header. Par exemple, bonjour Eric. C'est fabuleux, cette philosophie-là de design. Puis je pense que c'est ça qu'on a essayé d'emmener dans le Starter Kit. Donc, toute la colle. C'est certain que l'utilisation d'un kit comme ça bootstrap le démarrage de nouveaux projets là super rapidement avec tout le code d'infrastructure un petit peu là qui est répétitif là. T'as pas à le refaire. Ou t'as pas à... Normalement, ce qu'on fait, là, c'est soit qu'on écrit un framework comme ça, qu'on réutilise application en application, ou soit que tu démarres un nouveau projet, puis là, la première chose que tu fais, c'est que tu vas copier tout ce qui est code d'infrastructure du projet précédent dans ton nouveau projet, là. Puis tu vas prendre facilement peut-être une semaine à le débugger, le faire marcher.
Puis vu que tu n'avais pas prévu tout Ben, ce il y a des temps-là. pattes là qui sont fortement liées à des pattes dans le projet, dans l'ancien projet, fait que c'est super difficile d'extraire. Là. On dirait que tu décris du spaghetti. Yark! Tandis que nous, on a bâti en sachant que le but, c'était de pouvoir faire un fork. Tu sais, il y a le projet, puis là, tu le fork, tu repars, puis par exemple, le nom de ton application, ben elle est toute taguée, tu vas juste la changer un endroit, puis pouf, tout va changer parce qu'on a fait un setting, une propriété. Donc, parce qu'on savait qu'on voudrait être capable de pouvoir utiliser l'application pour faire 4, 5, 6, 15 applications avec. Donc, une autre chose aussi qui était important pour nous, c'est qu'on voulait que ce soit une application PWA, donc Progressive Web App. Pourquoi? Parce que le but, c'est que les gens puissent utiliser l'application autant sur un iPhone que sur un Android, que sur un iPad, que sur un desktop. Donc, la même application roule partout. Puis, vu que c'est un PWA, ben, tu n'as plus les enjeux de dire, faut que je package mon application pour en faire un déploiement sur Apple ou que je la package pour faire un déploiement dans le Google Store. C'est plus vrai, ça. Maintenant, tu fais juste faire un PWA, puis le monde font juste cliquer sur le bouton Install, puis ça s'installe littéralement. Puis, pour simplifier aussi toute cette partie-là, ben, il y a une partie qui est quand tu vas dans ton hamburger button, par exemple, tu vas avoir la documentation comment installer. Parce que, on sait, là, Apple, les autres, ils veulent pas que le monde installe des PWA. En tout cas, ils essaient de rendre ça plus compliqué. Donc, il a fallu documenter comment le faire sur Apple. Tandis que quand c'est dans le monde Microsoft ou dans le monde Android, ben là, c'est presque intégré, puis tu fais juste peser sur un bouton. Donc, mais pour les différents scénarios, on a fait toute la documentation pour que les gens puissent voir visuellement, dire, c'est comme ça que je vais installer mon application. Puis à ce moment-là, on n'a plus besoin de faire de kit d'installation spécifique pour Apple ou pour Android. Là. Nous, c'était juste une application web tout le temps. Des choses aussi niaiseuses comme tes icônes qui vont apparaître, les favorite icônes, la fav icône qui apparaît dans ton onglet. Ben, il y a toute une façon de faire ça, de la coder. Puis là, nous, on savait la recette, donc on l'a tout implanté. Puis à ce moment-là, ben c'est là, c'est-à-dire que si tu as un thème foncé, il va prendre l'icône en conséquence que si tu as un thème qui est pâle. Donc, tout ce que les gens ont besoin, c'est fournir leurs deux couleurs d'icône, s'assurer qu'ils appellent le même nom que le framework s'attend, parce que c'est un framework qui est beaucoup par convention. C'est pas donc si tu suis la convention, tout va marcher. C'est sûr que si tu décides que tu veux tout bâtir puis démolir, ben là tu vas peut-être falloir que tu comprennes comment il fonctionne le framework. Faut que tu mettes la même énergie que nous on a mis là, quelques mois pour tout maîtriser de A à Z toute cette infrastructure là. Mais quelles sont vos stratégies de mise à jour? Ah, ça c'est une bonne question parce que c'est vraiment pas simple. Dans la mesure où est-ce que quand un projet est commencé, si tu veux faire une mise à jour, mettons qu'il y a un projet qui serait commencé, absolument, le choix qu'on a fait, c'est s'il est commencé, il n'y a peut-être plus de mise à jour, tu vas faire du framework. C'est-à-dire que tu vas faire des mises à jour de ta logique métier, mais tu vas vivre avec la version du framework que tu es parti. Par contre, tu peux mettre à jour ton framework pour les nouvelles applications. C'est sûr que là, ça, c'est facile. Puis, donc, grosso modo, il n'y a pas une mécanique, là, parce que ça aurait été overkill d'essayer de faire ça, là. Par contre, j'imagine que s'il y a des bugs fixes, ça, c'est facilement déployable. Ouais. Oui. C'est juste ça qu'on focusait. S'assurer que les bugs, on puisse aller les rétrofitter puis, pour les changer, mais pas de dire, je te mets à jour mettons qu'il y aura une version 2 un jour, ben, si tu as fait ton application avec la version 1, tu vas vivre avec la version 1 pour cette application-là. Là. Mais malgré Mario, on a dit au début que démarrer un projet avec le Starter Kit, la façon qu'on l'a fait, c'était aussi facile que forker le Starter Kit, puis ensuite commencer à ajouter ou changer des choses. Donc, c'est facile de prendre la nouvelle version ou la mise à jour du Starter Kit, faire comprendre c'est quoi qui a changé, parce que dans Git, comme on travaille beaucoup, c'est un projet Git au fond là qu'on a. Donc, ce projet-là, c'est facile de voir c'est quoi le delta entre la nouvelle incrément puis la version précédente. Ah, OK, il y a un bug fixe à la ligne 17 de telle chose. Ah, on a changé la façon de faire. Ah, on a changé la version de tel package dans le package.json. C'est facile de regarder ça.
Puis comme quand on fork, les projets ont comme une historique de comment que comment que le deuxième projet, le nouveau projet, est basé sur le premier. Donc là, avec les mécaniques de Git, il y a peut-être une solution là, justement, pour dire comment réappliquer ou comment, au minimum, identifier les changements qui sont maintenant dans le Starter Kit, qui n'existent pas encore dans mon projet. Puis, c'est peut-être une job de bras, mais il y a des façons de le faire, je crois, qui peuvent nous aider. Ouais, on n'a pas focusé, par contre, à dire on va automatiser puis simplifier ça, parce que notre seule préoccupation, nous, c'est à dire, il faut qu'on soit capable de rétrofitter dedans un bug fixe, mais pas, par exemple, des nouvelles fonctionnalités ou, imaginons, je sais pas, moi, de plus en plus, là, le passwordless, donc, des systèmes où est-ce qu'on n'a pas vraiment de mot de passe, on envoie finalement un code, directement, à l'utilisateur à son email, puis là, lui, en tapant le code, il nous prouve qu'il est vraiment le propriétaire de l'adresse email. Donc, c'est ces approches-là que Microsoft, maintenant, ont même mis en place là, avec Office puis Microsoft 365 depuis quelques semaines. Ben, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on pourrait faire, parce que nous, on l'a déjà fait dans To-Do Studio, donc on sait comment le faire, mais ça serait peut-être dans une version 2, puis à ce moment-là, ben, le but, ce serait pas de dire, ben, parce qu'on livrerait ça dans une version 2, que quelqu'un qui l'aurait dans la version 1 pourrait l'intégrer en faisant 2 clics, là. C'est pas ça le but. Une des choses qui était importante pour nous, c'était justement les fixes des bugs, mais aussi tout avoir des tests. Un pipeline qui nous permet de tester, puis ça, c'était comme... souvent, tout le monde on est toujours pour la vertu, hein. Ah oui, on veut des tests, mais quand tu regardes, tu vois que grosso modo, il existe un répertoire de tests, mais comme rien, puis il est même pas attaché avec le CI/CD souvent. Ouais. Je dirais que monter la recette de base pour avoir un CI/CD qui faisait beaucoup de choses, pour démontrer justement, au fond, de dire, ben, il y a un grand script de continuous integration et de continuous deployment. On peut enlever des choses. C'est facile d'enlever des choses là-dedans, mais c'est pas toujours facile, je dirais. Il faut s'assurer, par exemple, de bâtir le système, de rouler les tests unitaires. Il faut publier ces tests unitaires-là. Si on a vraiment sauté dans la sauce ou la philosophie component by design, ben, comment que je fais pour publier le résultat de Cypress dans l'infrastructure de Azure DevOps pour être capable de voir mes tests qui n'ont pas passé? Donc, il y a un peu de logique là, il y a un peu de savoir-faire. Donc, la somme de tout ça, ça prend beaucoup de temps. Puis, en 2021, c'est pas facile de diagnostiquer encore des Azure Pipelines. Des fois, il faut le laisser rouler plusieurs fois pour voir est-ce que ça a fonctionné. Puis, si le pipeline prend 20 minutes, ben, c'est 20 minutes. Ben, c'est parce que quand, tu sais, SACMS, c'est un autre projet. C'est comme, nous autres, on avait le back-end qui est tout du .NET, on avait le front-end qui est en React, mais on a tout un pipeline CI/CD qui est essentiellement du PowerShell. En tout cas, c'est du script. Puis pour tester ça aussi, si tu le fais live sur ta plateforme, ben là, tu vas attendre toujours 5 minutes, 10 minutes entre chaque passe, là, parce que souvent, le truc, c'est de se créer soi-même son propre agent sur son poste pour être capable de pouvoir au moins tester. Ça revient un peu comme la même chose. Si on développerait puis on serait toujours en train de tester notre développement sur un serveur de prod, ça serait super long. Puis les CI/CD, c'est un peu comme ça que les gens développent aujourd'hui. Ils développent directement sur le serveur. C'est pour ça que c'est le cycle de développement est très long. Mais la beauté de la chose, c'est que nous, il est bâti le CI/CD, donc ça fait partie du kit, là. C'est parce qu'on voyait mais pas... il fonctionne sur Azure, hein? Oui, il n'est pas sur GitHub, donc ça serait une belle évolution. Oui, c'est sûr qu'on si on le fait évoluer, c'est parce que une des choses une des discussions qu'on a, moi, Péric, c'est on fait quoi avec ce starter kit-là. C'est sûr qu'il y a un client qui nous a approché et dit, moi, je suis prêt à vous l'acheter, mais à moyen et long terme, notre but dans la vie, nous, c'est pas de commercialiser des starter kits. On a un produit, on a notre To-Do Studio, notre service qui est notre produit sur lequel on travaille. Donc, on sait pas trop comment on va faire évoluer le starter kit. Pour l'instant, il existe. Est-ce qu'on tu sais, ça serait peut-être intéressant d'avoir du feedback des auditeurs, c'est-à-dire est-ce qu'on
est-ce qu'il y aurait un intérêt, peut-être, est-ce on l'amène un moment donné dans l'open source, ou en tout cas qu'on voit il y a peut-être des gens qui diraient, ben nous, ce qui nous intéresserait plus, c'est avoir un peu comme de la formation sur, plus approfondie, pas juste une heure, là, mais que vous passez une ou 2 journées à nous le montrer tout comment vous avez fait ça, parce que c'est comme un cours accéléré d'architecture. Moi, j'ai eu la chance dans les années 2004-2005 de pouvoir me retrouver avec des équipes chez Microsoft à faire un peu, là, c'était pas pour le cloud à l'époque, mais c'était de faire ces genres de choses-là, puis c'était ma façon à moi de vraiment apprendre à faire de l'architecture de plus haut niveau. Puis c'est ça qui est malheureux, c'est que c'est difficile des fois d'avoir comme des portes d'entrée pour vraiment pouvoir faire des choses de la bonne façon, puis avec les personnes qui savent le faire. Puis ben là, nous en fait, moi je vois quand même des super bonnes opportunités. Là. Si tu mets par exemple le kit open source, ensuite tu peux faire du coaching en entreprise, justement pour tout ce bagage architectural qui vient avec ce framework-là est assez complexe. Donc, ça prend de la formation pour pouvoir être up and running, pour que les gens comprennent. Puis en entreprise, les gens vont en bénéficier énormément, même si ils prennent pas le framework en tant que tel, ils vont bénéficier d'une formation là, qui va expliquer un peu comment une architecture applicative moderne fonctionne en microservices, avec Kubernetes, avec tout cette infrastructure-là de code, de test. Donc, il y a des belles opportunités, je pense. Mais c'est toujours un peu... vas-y, Eric. Excuse Mario. Moi, j'allais juste dire que pour moi, ça a été une belle occasion aussi d'apprendre. Je veux dire, React, j'en ai fait un petit peu. J'ai vu un peu les démos, puis j'ai vu les tutoriaux. Mais le problème avec React, je trouve, c'est que la documentation, promouvoit beaucoup la façon de faire du React il y a quelques années. Donc, c'est comme si l'article sur Internet qui dit comment faire quelque chose en React a pas évolué. Mais c'est normal, parce qu'en quelque part, ça fonctionne encore. Mais React, maintenant, a plein de nouvelles fonctionnalités que moi, j'ai un peu découvert dans ce processus-là, que je crois qui améliore vraiment beaucoup React. Et ça m'a vraiment donné cette opportunité-là. Donc c'est juste pour pousser comme une application de référence sur comment bâtir une application moderne avec les idées 2021 et non pas les idées 2019 en termes de React, en termes de .NET, en termes de CI/CD. C'est toutes des choses qu'on faisait différemment il y a quelques années, que là, on sait comment résoudre en 2021 avec les outils d'aujourd'hui. Puis ce qu'Éric dit est intéressant parce que nous, on avait fait une analyse, c'était en 2018, on a décidé qu'on prendrait Vue.js. Puis à l'époque, pour nous, c'était très clair que il y avait beaucoup de complexité accidentelle dans React qu'on voulait pas se taper. Entre autres, toute la partie Redux, c'était vraiment quand on la regardait, t'avais juste envie de faire comme non, je veux pas vivre avec cette complexité-là qui est non nécessaire. Puis la bonne nouvelle, c'est que là, en revisitant cet été React, c'est que l'équipe Redux est en train d'amener finalement avec ce qu'ils appelle le Redux Toolkit, sont en train littéralement de ramener tout ce qui est faire la persistance. Ça ressemble de plus en plus à Vuex, là, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus élégant. Là, tu le regardes, tu te dis, OK, là, ça commence à avoir de l'allure ce qui se passe dans le monde React. Parce que trop souvent, quand je regardais React, j'étais comme, ouais, OK, mais c'est compliqué pour rien. Pourquoi? Puis souvent, leur argument, c'est de dire, ouais, mais nous, on veut pas refaire ça parce que JavaScript me donne déjà ce service-là, donc fais-le en JavaScript. Par exemple, on sait dans React, t'as pas vraiment un langage de template. Donc, c'est sûr que tu peux tout faire avec JavaScript, mais un beau langage de template, c'est intéressant. Puis c'est une des choses qu'on a avec Vue.js. Donc, nous, ça nous permettait... Est-ce qu'il y aurait moyen de séparer le framework, le kit de démarrage en deux, c'est-à-dire une partie back-end uniquement, mettons, je suis intéressé là, par la partie back-end, puis la partie front-end, là, je vais m'y brancher avec whatever, avec du Java, avec du Vue, du Angular ou autre chose? Il n'y a vraiment aucun problème à faire ça, parce que
tout est déjà séparé logiquement et physiquement. Donc, tous les morceaux sont déjà séparés, donc c'est facile de remplacer une partie par une autre. Puis, entre les composantes, c'est toutes des choses standardisées. Par exemple, du point de vue authentification, c'est pas avec des choses nébuleuses qu'on a inventées. C'est du OIDC/OAuth2, qui veut dire que c'est des bearer tokens qui vont vers les serveurs. C'est du bearer token que tu reçois de ton serveur d'authentification. Des tokens d'identité plutôt. Puis c'est tout basé sur des spécifications. Puis les serveurs, ils parlent pas des langages bizarroïdes. Ils parlent HTTP, dans gRPC. une philosophie REST. Donc, c'est du JSON qui transige entre les deux. Donc, dans ce monde-là, effectivement, si quelqu'un dit, moi, je veux absolument prendre un front-end Vue.js ou Angular ou un Knockout ou n'importe quoi, ben il peut le faire sans. C'est sûr qu'il va peut-être pas bénéficier de tout ce qu'on a fait, mais il va quand même être capable de s'intégrer avec le restant de la plateforme sans aucun problème. Puis si je prends la partie back-end, par exemple, là, que vous avez écrit en .NET, en .NET Core, vu que c'est compartimenté en microservices, je pourrais rajouter un microservice que j'écrirais en Go, par exemple. Il n'y aurait pas de problème. C'est un bon point. C'est sûr que quand on change de langage comme ça, on ne pourra pas bénéficier des choses communes. Par exemple, Entity Framework, la structure des tables et tout ça, c'est dans un projet, donc un DLL, puis ce DLL-là, il est réutilisable par les microservices. Donc, mais par contre, si j'ai un microservice qui est un petit peu isolé, là, dans ce cas-là, oui, ça fonctionnerait. Puis même que Thai, une de ses fonctions, justement, pour intégrer les langages qui ne sont pas les langages Microsoft de base, comme .NET, il y a l'habilité de spinner up des containers avec Docker dans la séquence de démarrage. Donc, je pourrais dire, par exemple, moi, mon projet, c'est ces 8 projets .NET-là. Pour ce projet-là, il faut que tu partes la commande Webpack pour être capable de partir mon front-end. Puis en passant, je fais du caching avec c'est quoi la plateforme? Redis, par exemple. Reddit, oui, justement. Donc, moi, j'aimerais ça que tu me spin up un container de Redis avec tel paramètre de configuration sur tel port. Donc, Thai permet justement d'intégrer des technologies complètement différentes via l'utilisation de Docker et tout ça. Donc, si mon microservice en Go, je suis capable de le packager dans un container, Thai va être capable d'instancier ce container-là pour le rouler à même ma solution de microservice. Donc, c'est vraiment un beau projet Thai. J'espère que Microsoft prenne ce projet-là puis l'intègre comme outil dans .NET. Donc, je vais pouvoir faire .NET New, .NET Run, puis je pourrais peut-être faire .NET Thai Run, ou je connais pas la syntaxe encore, mais j'aimerais vraiment ça qu'ils prennent ces idées-là, tout ce projet-là, puis qu'ils le mettent dans le cœur de .NET pour dire, bon, ben, en 2021, c'est comme ça qu'on travaille, on fait des architectures de microservices, mais il faut que je puisse spinner up tout mon environnement d'une shot. Mais Guy, si je reviens un peu à ce que tu disais un peu plus tôt, effectivement, c'est comme ça peut être une façon pour une équipe d'accélérer tout le savoir-faire autour de comment bâtir une architecture basée sur des microservices, basée sur PWA avec le front-end, avec un pipeline de déploiement, parce que grosso modo, c'est nous autres avec le coaching de 2-3 semaines, les gens sont up and running, là, ils ont tout compris, ils disent OK, ça marche comme ça, puis et ils ont des bons choix, ils ont des bonnes décisions d'architecture, puis et ils savent pourquoi on les a pris, parce qu'on leur explique, on dit regarde, ça c'était fait pour ça, puis à ce moment-là, ils sont en mesure de pouvoir dire ben j'ai une architecture qui est. Puis comme Eric il dit, dans certains cas, ben il y a des blocs qui sont interchangeables, c'est-à-dire que tu sais, comme par exemple, nous autres, notre application To-Do Studio, on n'utilise pas de BD relationnel, on utilise Cosmos DB, on est avec des documents. Mais ça marche aussi, là, dans ce cas-là, on savait que ce client-là voulait travailler avec des BD relationnels. On lui a fait tout ce qu'il faut pour être travaillé avec du Entity Framework, sachant que de toute façon, que la réalité, c'est que 98% du monde encore utilise des tables relationnelles, mais d'utiliser des BD sous forme de documents comme Cosmos DB, ça c'est facile à faire aussi, là, c'est pas Votre kit de démarrage là, ça c'est un petit peu l'expertise des dernières années que vous avez appris pour développer votre application To-Do Studio. Mais est-ce qu'il existe des kits de démarrage semblables en .NET par exemple, quelqu'un qui voudrait regarder un petit peu?
Oui, Eric a fait un petit peu de recherche dans les dernières... parce qu'on vu quand on s'est dit, on fait-tu un podcast là-dessus? Et on s'est dit, ouais, mais puis, tu sais, est-ce que ça vaut la peine? On s'est posé la question si ça valait la peine de vraiment faire un podcast là-dessus. Puis je sais qu'Éric a regardé un peu qu'est-ce qui existe, puis on était un peu surpris de voir qu'il n'existe pas tant de choses que ça. Il existe quand même des choses, là. Je sais pas si tu vas en glisser un mot, Éric. Oui, qu'est-ce que moi j'ai vu comme architecte souvent dans le passé, c'était que on va donner une job à un développeur, puis la première chose, il va rajouter de l'encapsulation, il va rajouter de l'isolation, il faut mettre des interfaces. Des fois, on fait des choses simples qu'on complexifie accidentellement parce qu'on pense que c'est mieux, parce qu'on pense que ça va mieux évoluer ou des choses comme ça. La raison que je dis ça, c'est que quand je regarde les autres, ce qui se passe un peu sur GitHub ou sur d'autres plateformes avec ce genre de concept-là, c'est que les personnes, au lieu d'avoir une philosophie de colle, donc je vais fournir toute la colle pour dire ton application insight est intégré. Ta base de données, inquiète-toi pas, on s'en occupe, mais de façon transparente. Puis je pense que c'est là la différence, c'est que quand je regarde les autres frameworks ou les autres starter kits ou peu importe comment on les appelle, là, j'ai vu le mot boilerplate apparaître à quelques places. Ces choses-là, ils voulaient être très prescriptifs sur la façon de faire des choses. Donc, le résultat d'utiliser ces outils-là versus faire un .NET New qui me donne une coquille vide pour commencer à programmer, que tous les programmeurs connaissent pour faire un Hello World, c'était très différent. Puis c'est là, je pense que la différence avec le Starter Kit, elle est. Parce que si je fais un .NET New, le code du .NET New, je le retrouve dans le Starter Kit. On n'a pas 1000 fonctions. On dit pas comment faire ça. On dit pas on n'a pas fourni des interfaces de base pour faire une couche de service. On a mis la colle en place pour intégrer ce que nous, on pense, ce sont les meilleures façons, puis les meilleures technologies à mettre en place. Donc, je pense que c'est un peu ça la grande différence avec qu'est-ce que j'ai vu sur le marché versus qu'est-ce que nous, on essayait d'offrir, qui est une solution plus transparente, une solution plus facile à intégrer, plus facile à rentrer dedans, moins de préoccupations, moins de choses à apprendre. Ouais. Souvent, c'est ça, hein, les gens ont des opinions et ils veulent ils embarquent. Ils ont des opinions. Nous aussi, on a une opinion. On a une opinion que ça devrait être invisible, ça devrait être transparent. Donc, mais puis tandis que les autres personnes, souvent, leur point de vue, c'est de dire, non, moi, je crois dans telle affaire, puis je vais le mettre tu sais, moi, par exemple, créer toute une couche d'abstraction, puis là, tu utiliseras plus, quand tu vas bâtir tes services web, ben, il va falloir que tu utilises notre couche d'abstraction plutôt que de faire juste des services web standards comme on apprend à faire quand on utilise .NET Core. Nous, je dis, ben, faisons-le standard. Pourquoi créer de la complexité qui est pas nécessaire? Puis je pense que c'est un beau défi pour n'importe qui, tu sais, de dire, je peux faire mieux que React, je peux faire mieux qu'Entity Framework, donc je vais encapsuler Entity Framework dans une autre affaire parce que je vais faire quelque chose de mieux. Puis, je trouve ça impressionnant parce qu'il y a plusieurs fois qu'effectivement, c'est quelque chose de mieux parce que Microsoft doit, avec Entity Framework comme exemple, ils doivent satisfaire beaucoup de personnes. Donc, c'est facile de prendre quelque chose de générique puis de faire quelque chose de mieux en disant, ben moi, c'est spécialisé, c'est plus vite, c'est plus performant. C'est incroyable. Mais avec le temps, et aussi le changement que c'est plus des librairies de Microsoft et 3-4 affaires que j'ai payées pour bâtir mon projet. J'ai accès à la totalité de ce qui existe sur GitHub avec NuGet, NPM. J'ai accès à plein d'affaires. Donc, je perçois comme architecte que faut plus que je réécrive ces choses-là. Faut pas que j'essaie de faire mieux que les autres. C'est déjà très bien qu'est-ce qu'on a pour développer. Donc, je le perçois plus comme la colle. Qu'est-ce qui fonctionne bien ensemble? Quelle combinaison de composantes va atteindre l'objectif que j'ai besoin en minimisant les erreurs, en fournissant quelque chose de testable, en faisant que le développeur n'est pas obligé de penser à trop d'affaires compliquées? Je le perçois beaucoup, l'architecture, je le perçois beaucoup comme ça maintenant. C'est quoi la colle? C'est quoi les composantes? Comment que j'agence tout ça pour l'intégrer pour que ça devienne cohérent et intéressant? Parce que souvent, dans les dernières années, en tout cas, notre objectif, quand on prenait un mandat d'architecture ou de coaching, on s'en va là, puis on veut surtout pas être longtemps chez vous. On veut juste vous aider à maîtriser. Donc, comment tu fais que tu enlèves des barrières à l'entrée? C'est que tu utilises ce qui est standard, ce que le monde sache faire. Donc, puis tu fais juste leur expliquer comment l'utiliser correctement, mais tu leur recrées pas tout un monde
avec ton propre langage. Puis là, c'est sûr que ça, c'est une bonne façon de t'assurer peut-être une job puis des contrats pendant des années, mais nous, c'était pas notre objectif. On veut surtout pas être chez un client longtemps. Là, on veut mettre notre énergie sur To-Do Studio. Donc, ça nous a amené à être beaucoup dans un mode, faut que tout soit invisible, faut qu'on prenne ce qui existe tel quel, puis on fait juste coller ensemble, faire marcher les choses finalement. Donc, juste une chose, par exemple, que je voudrais mentionner. Dans To-Do Studio, on a développé toute la logique pour être capable de dire, si l'utilisateur a ouvert To-Do Studio sur 2 onglets dans son furteur, on veut que les 2 onglets soient synchronisés. Donc ça, il y a toute une logique avec les service workers pour qu'ils se parlent, pour qu'ils soient capables de transférer de l'information d'un onglet à l'autre en temps réel. C'est compliqué. Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans le Starter Kit parce que de l'industrie où il n'y a pas encore de belle façon élégante de faire ça. Donc, ça, c'est un exemple justement que si nous, on amenait cette logique-là telle qu'elle dans le Starter Kit ou dans un Starter Kit, peu importe, pour dire qu'on voudrait offrir cette fonctionnalité-là, mais là, on s'embarque dans une façon de faire, pas juste de la colle. C'est vraiment, il faut que tu travailles de cette façon-là pour que le code qui est à telle place soit capable de synchroniser l'information entre les onglets. Donc, c'est justement la différence. Là, si on allait dans cette direction-là avec un starter kit comme on le fait, ça serait plus de la colle. Donc, ce serait juste une façon de synchroniser des choses. OK. Puis, donc, tu sais, c'était très clair pour nous s'il n'y avait pas un besoin patent, là, on voulait juste utiliser des approches très standards là, dans le starter kit. Puis, dans le cas, par exemple, de ce type de scénario-là, il n'y avait pas de besoin à court terme, donc on n'a pas transporté ça. On a vraiment juste choisi les morceaux de notre To-Do Studio qu'on considérait que c'était quelque chose qui avait de l'allure pour aller dans un starter kit. Éric, on va te remercier. Je pense que c'est bizarre parce que j'ai participé quasiment autant que toi. Je participe. Guy va me dire, peu normal, hein? Mario participe toujours un peu trop dans les entrevues, c'est-à-dire que je parle de trop. Ça, c'est un gros défaut que j'ai. Mais cette fois-ci... t'as bâti ce produit-là, là. Aussi. Ouais, c'est ça. Cette fois-ci, là, c'était encore plus patent, c'est-à-dire que j'ai été longtemps derrière le clavier en train de coder. Donc, on te remercie, Éric. Je pense que ça te donne quand même le tour. J'espère que ça va aider nos auditeurs à comprendre qu'est-ce qu'a l'air une architecture moderne en 2021 là, pour faire des applications web. Merci, Guy. Merci, Marie, de m'avoir reçu. C'était une belle conversation qu'on a eue. Puis nous, on va souhaiter bonne programmation aux auditeurs et on les revoit le mois prochain. À la prochaine. Au revoir. Merci, bye. Visual Studio Talk Show.